Je me permets, parvenu à ce point, de toucher en passant à un thème qui mériterait le développement le plus approfondi. Certaines données recueillies par la psychanalyse nous permettent d'engager la discussion sur la proposition kantienne, selon laquelle le temps et l'espace sont des formes nécessaires de notre pensée. L'expérience nous a appris que les processus psychiques inconscients sont en soi intemporels. Cela signifie d'abord qu'ils ne sont pas ordonnés temporellement, que le temps ne les modifie en rien et que la représentation du temps ne peut leur être appliquée. Ce sont là des caractères négatifs dont on ne peut se faire une idée claire que par comparaison avec les processus psychiques conscients. C'est bien plutôt du mode de travail du système PC processus CS conscience que notre représentation abstraite du temps semble entièrement dérivée. Elle correspondrait à une auto-perception de ce mode de travail. Dans ce mode de fonctionnement du système, on pourrait trouver un autre mode de par-excitation. Je sais que ces assertions peuvent paraître très obscures, mais je dois me limiter à des allusions de ce genre. Nous avons jusqu'ici développé l'idée que la vésicule vivante est pourvue d'une par-excitation contre le monde extérieur. Et nous avions auparavant établi que la couche corticale immédiatement voisine doit être différenciée en organes de réception des excitations externes. Mais cette couche corticale sensitive, ce qui deviendra le système CS, reçoit aussi des excitations de l'intérieur. La situation du système entre l'extérieur et l'intérieur et la différence des conditions dans lesquelles s'exerce l'excitation selon qu'elle provient d'un côté ou de l'autre ont une influence déterminante sur le fonctionnement du système et de tout l'appareil psychique. Face à l'extérieur, il y a un par-excitation et les sommes d'excitation qui arrivent n'agiront que dans une mesure réduite. Du côté de l'intérieur, il ne saurait y avoir de par-excitation. Les excitations provenant des couches plus profondes se transmettent directement au système sans subir de diminution, en même temps que certains caractères de leur cours engendrent la gamme des sensations de plaisir, déplaisir. Il est vrai que les excitations internes seront par leur intensité et par d'autres caractères qualitatifs, peut-être par leur amplitude, plus adéquates au mode de travail du système que celles qui affluent du monde extérieur. Mais les deux conséquences décisives de cet état de choses sont, premièrement, la prévalence sur toutes les excitations externes des sensations de plaisir et déplaisir qui servent d'index au processus intérieur à l'appareil. Deuxièmement, un comportement dirigé contre les excitations internes susceptibles de produire une trop grande augmentation de déplaisir. De là une tendance à les traiter comme si elles n'agissaient pas de l'intérieur, mais bien de l'extérieur pour pouvoir utiliser contre elles le moyen de défense du par-excitation. Telle est l'origine de la projection qui joue un si grand rôle dans le déterminisme des processus pathologiques. J'ai l'impression que ces dernières considérations nous ont permis de mieux comprendre la domination du principe de plaisir. Mais nous n'avons recueilli aucune lumière sur les cas qui s'opposent à lui. Faisons donc un pas de plus. Nous appelons traumatiques les excitations externes assez fortes pour faire effraction dans le par-excitation. Je crois qu'on ne saurait comprendre le concept de traumatisme sans le mettre ainsi en rapport avec la notion d'une mise à l'écart d'ordinaire efficace des excitations. Un événement comme le traumatisme externe provoquera à coup sûr une perturbation de grande envergure dans le fonctionnement énergétique de l'organisme et mettra en mouvement tous les moyens de défense. Mais ici, le principe de plaisir est tout d'abord mis hors d'action. Il n'est plus question d'empêcher l'appareil psychique d'être submergé par de grandes sommes d'excitation. C'est bien plutôt une autre tâche qui apparaît, maîtriser l'excitation, lier psychiquement les sommes d'excitation qui ont pénétré par effraction pour les amener ensuite à la liquidation. Il est vraisemblable que le déplaisir spécifique de la douleur physique résulte d'une effraction du par-excitation sur une étendue limitée. De ce point de la périphérie, des excitations affluent alors vers l'appareil psychique central de façon continue, ce qui ne se produit d'ordinaire qu'avec les excitations provenant de l'intérieur de l'appareil. Donc, Pulsion et Destin des pulsions, 1915. À quelle réaction de la vie psychique pouvons-nous nous attendre face à cette effraction?
L'énergie d'investissement est rappelée venant de toutes parts pour créer dans le voisinage du point d'effraction des investissements énergétiques d'une intensité correspondante. Il s'établit un contre-investissement considérable au profit duquel tous les autres systèmes psychiques s'appauvrissent, ce qui entraîne une paralysie ou une diminution étendue du reste de l'activité psychique. Nous cherchons par de tels exemples à trouver des modèles imagés qui étayent nos conjectures métapsychologiques. C'est ainsi que nous tirons du comportement face à la douleur physique cette conclusion. Un système, s'il est lui-même fortement investi, est capable d'admettre un afflux supplémentaire d'énergie, de la transformer en investissement quiescent, c'est-à-dire de la lier psychiquement. Plus son propre investissement quiescent est élevé, plus forte doit être aussi sa capacité de liaison, et inversement, plus son investissement est bas, moins le système sera capable de recevoir un afflux d'énergie, et plus les effets de cette effraction du par excitation seront violents. C'est à tort qu'on objecterait à cette conception l'idée que l'élévation de l'investissement autour du point d'effraction pourrait s'expliquer bien plus simplement par la propagation directe des sommes d'excitation qui arrivent de l'extérieur. S'il en était ainsi, l'appareil psychique ne subirait qu'une augmentation de son énergie d'investissement, et le caractère paralysant de la douleur, l'appauvrissement de tous les autres systèmes, resterait inexpliqué. Les très violentes actions de décharge qu'entraîne la douleur n'infirment pas non plus notre explication, car elles se déroulent de façon réflexe, c'est-à-dire sans médiation de l'appareil psychique. L'indétermination de toutes ces considérations que nous qualifions de métapsychologiques provient naturellement de ce que nous ne savons rien sur la nature du processus d'excitation dans les éléments des systèmes psychiques, et que nous ne nous sentons pas autorisés à faire à ce sujet une hypothèse quelconque. Nous opérons donc toujours avec un grand X que nous reportons dans chaque nouvelle formule. On peut facilement accorder le postulat que ce processus s'accomplit avec des énergies qui diffèrent quantitativement, et on peut trouver vraisemblable qu'il a plus d'une qualité, par exemple dans le genre d'une amplitude. Nous avons repris là en considération la conception de Breuer, pour qui un système peut être rempli d'énergie selon deux modes différents. Breuer distingue deux investissements des systèmes psychiques ou de leurs éléments, l'un dont le flux est libre et se presse vers la décharge, l'autre qui est sans. Peut-être pouvons-nous admettre l'idée que la liaison de l'énergie qui afflue dans l'appareil psychique consiste à faire passer celle-ci de l'état de libre flux à l'état quiescent. On peut, je crois, tenter de concevoir la névrose traumatique commune comme la conséquence d'une effraction étendue du par excitation. On remettrait par là en honneur la vieille et naïve théorie du choc, apparemment en contradiction avec une théorie plus récente et aux prétentions psychologiques plus grandes, qui attribue l'importance étiologique non à l'action de la violence mécanique, mais à l'effroi et au sentiment d'une menace vitale. Ces vues opposées ne sont pas pour autant irréconciliables, pas plus que la conception psychanalytique de la névrose traumatique ne se confond avec la forme la plus grossière de la théorie du choc. Cette théorie voit l'essence du choc dans la lésion directe de la structure moléculaire ou même de la structure histologique des éléments nerveux, tandis que nous cherchons à comprendre ses effets sur l'organe psychique à partir de l'effraction du par excitation et des tâches qui en résultent. L'effroi conserve pour nous aussi son importance. Il trouve sa condition dans le manque de la préparation, par l'angoisse. Préparation qui implique le surinvestissement des systèmes recevant en premier l'excitation. Du fait d'un investissement trop bas, les systèmes ne sont pas bien en état de lier des sommes d'excitation qui arrivent de l'extérieur, et les conséquences de l'effraction du par excitation se produisent d'autant plus facilement. Nous voyons ainsi que la préparation par l'angoisse avec son surinvestissement des systèmes récepteurs représente la dernière ligne de défense du par excitation. Pour l'issue d'un grand nombre de traumatismes, le facteur décisif serait la différence entre systèmes non préparés et systèmes préparés par surinvestissement. À partir d'une certaine force du traumatisme, ce facteur cesse, il est vrai, de compter. Si les rêves de la névrose d'accident ramènent si régulièrement les malades à la situation de l'accident, ils ne sont assurément pas par là au service de l'accomplissement de désirs,
même si la production hallucinatoire de celui-ci est devenue leur fonction sous la domination du principe de plaisir. Nous pouvons admettre que par leur caractère répétitif, ils se mettent à la disposition d'une autre tâche qui doit être accomplie avant que la domination du principe de plaisir puisse commencer. Ces rêves ont pour but la maîtrise rétroactive de l'excitation sous développement d'angoisse. Cette angoisse, dont l'omission a été la cause de la névrose traumatique, il nous ouvre ainsi une perspective sur une fonction de l'appareil psychique qui, sans contredire le principe de plaisir, est pourtant indépendante de lui et semble plus originaire que la recherche du gain de plaisir et l'évitement du déplaisir. Ce serait donc ici le moment de convenir d'une exception à la proposition. Le rêve est un accomplissement de désir. Les rêves d'angoisse, je l'ai montré à plusieurs reprises dans les détails, ne constituent pas une telle exception. Les rêves de punition, pas davantage. Ils ne font que mettre à la place de l'accomplissement de désirs rigoureusement interdits la punition qu'ils méritent et sont donc l'accomplissement de désirs d'un sentiment de culpabilité lui-même réactionnel à la pulsion rejetée. Mais les rêves de la névrose d'accident, mentionnés plus haut, ne se laissent plus ramener au point de vue de l'accomplissement de désirs, pas plus que les rêves qu'on voit se produire dans les psychanalyses et qui nous ramènent le souvenir des traumatismes psychiques de l'enfance. Ce sont là des rêves qui obéissent bien plutôt à la compulsion de répétition qui d'ailleurs trouve son appui au cours de l'analyse, dans le désir, stimulé par la suggestion, de faire ressurgir l'oublié et le refoulé. Ainsi, ce ne serait pas la fonction originaire du rêve que d'écarter les motifs d'interruption du sommeil, en accomplissant le désir d'émotions perturbatrices. Il ne peut assumer cette nouvelle fonction avant que l'ensemble de la vie psychique ait accepté la domination du principe de plaisir. S'il y a un au-delà du principe de plaisir, il est logique d'admettre, même pour la tendance du rêve à accomplir le désir, l'existence d'un temps qui l'aurait précédé. Ceci ne contredit pas la fonction ultérieure du rêve, mais une fois que la tendance à l'accomplissement de désir s'est fait jour, une nouvelle question se pose. Ne peut-on rencontrer, même en dehors de l'analyse, de ces rêves qui, au service de la liaison psychique des impressions traumatiques, obéissent à la compulsion de répétition? La réponse ne peut être qu'affirmative. J'ai développé ailleurs l'idée que les névroses de guerre, pour autant que ce terme implique davantage qu'une simple référence aux circonstances du déclenchement de la maladie, pourraient très bien être des névroses traumatiques qu'un conflit du moi a favorisé. Le fait que j'ai mentionné, page 50 de la psychanalyse des névroses de guerre 1919 en introduction, à savoir que si le traumatisme provoque en même temps une lésion patente, les chances d'apparition d'une névrose sont diminuées, cessent d'être incompréhensibles pour peu qu'on ait à l'esprit deux corrélations mises en valeur par la recherche psychanalytique. Premièrement, l'ébranlement mécanique doit être reconnu comme l'une des sources d'excitation sexuelle. Des remarques sur les effets du balancement et du voyage en chemin de fer dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Deuxièmement, une maladie douloureuse et fébrile exerce, tant qu'elle dure, une puissante influence sur la répartition de la libido. Ainsi donc, la violence mécanique du traumatisme libérerait le quantum d'excitation sexuelle qui a un effet traumatique en raison du manque de préparation par l'angoisse. Mais s'il survient en même temps une lésion physique, celle-ci, en exigeant un surinvestissement narcissique de l'organe atteint, lierait l'excitation en excès. On sait aussi bien que la théorie de la libido n'en est pas tenue suffisamment compte, que des perturbations aussi importantes dans la répétition de la libido, celles qui accompagnent la mélancolie, sont temporairement supprimées par une affection organique intercurrente. Et même une démence précoce arrivée à sa période d'étape peut passagèrement rétrograder dans les mêmes conditions. L'absence d'un par excitation qui protège la couche corticale réceptrice contre les excitations en provenance de l'intérieur entraîne la conséquence que les transferts d'excitation interne acquièrent une importance économique prépondérante et occasionnent souvent des perturbations économiques comparables aux névroses traumatiques. Les sources les plus abondantes d'une telle excitation interne sont ce qu'on appelle les pulsions de l'organisme, les représentants de toutes les forces agissantes qui proviennent de l'intérieur du corps et sont transférées à l'appareil psychique.
C'est là l'élément le plus important, mais aussi le plus obscur de la recherche psychologique. Il ne paraîtra peut-être pas trop aventuré de faire l'hypothèse que les motions provenant des pulsions sont conformes au type du processus nerveux librement mobile et poussant vers la décharge, et non à celui du processus nerveux lié. Le meilleur de nos connaissances sur ces processus provient de l'étude du travail du rêve. Cette étude nous a montré que les processus diffèrent fondamentalement dans les systèmes inconscients et dans les systèmes préconscients. Dans l'inconscient, les investissements peuvent facilement être en entier transférés, déplacés, condensés, ce qui, s'il s'agissait de matériel préconscient, ne pourrait que produire des résultats erronés. C'est là aussi ce qui rencontre des singularités bien connues du rêve manifeste, quand les restes diurnes préconscients est élaboré selon les lois de l'inconscient. J'ai nommé processus primaire psychique ce type de processus qui se produit dans l'inconscient par contraste avec le processus secondaire qui a cours dans l'état de veille normale. Comme toutes les motions pulsionnelles ont leur point d'impact dans les systèmes inconscients, il n'y a rien de bien nouveau à dire qu'elles suivent le processus primaire et d'autre part, il est aisé d'identifier le processus psychique primaire à l'investissement librement mobile et le processus secondaire aux modifications de l'investissement lié ou tonique de Breuer dans l'interprétation du rêve. Ce serait alors la tâche des couches supérieures de l'appareil psychique que d'élier l'excitation pulsionnelle lorsqu'elle arrive sous forme de processus primaire. L'échec de cette liaison provoquerait une perturbation analogue à la névrose traumatique. C'est seulement une fois cette liaison accomplie que le principe de plaisir et le principe de réalité qui en est la forme modifiée pourraient sans entrave établir sa domination. Jusque-là, c'est l'autre tâche de l'appareil psychique, maîtriser ou lier l'excitation, qui prévaudrait non pas sans doute en opposition avec le principe de plaisir, mais indépendamment de lui et partiellement sans en tenir compte. Les manifestations d'une compulsion de répétition que nous avons décrites dans toutes les premières activités de la vie psychique de l'enfant, ainsi que dans les expériences vécues de la cure psychanalytique, présentent à un haut degré le caractère pulsionnel, et là où elles s'opposent au principe de plaisir, le caractère démoniaque. Dans le jeu des enfants, nous pourrions saisir ceci: l'enfant répète l'expérience vécue, même déplaisante, pour la raison qu'il acquiert par son activité une maîtrise bien plus radicale de l'impression forte qu'il ne le pouvait en se bornant à l'éprouver passivement. Chaque nouvelle répétition semble améliorer cette maîtrise vers laquelle tend l'enfant, et même dans le cas d'expériences plaisantes, il ne se lâche jamais de les faire se répéter, et il s'en tiendra inflexiblement à l'identité de l'impression. Ce trait de caractère est appelé à disparaître plus tard. Un mot d'esprit qu'on entend pour la deuxième fois n'aura presque plus d'effet. Une représentation théâtrale n'arrive jamais plus à produire la seconde l'impression qu'elle avait laissée la première fois. En fait, il est difficile de décider un adulte qui a beaucoup aimé un livre à le relire aussitôt en entier. La nouveauté sera toujours la condition de la jouissance. Mais l'enfant, lui, ne se fatigue jamais jusqu'à ce que l'adulte excédé refuse de réclamer à celui-ci de répéter un jeu qu'il lui a montré ou qu'ils ont organisé ensemble. Et lorsqu'on lui a raconté une belle histoire, c'est la même qu'il veut entendre toujours et encore au lieu d'une nouvelle histoire. Il s'en tient inflexiblement à l'identité de la répétition et il corrige chaque modification dont le narrateur s'est rendu coupable, alors que celui-ci avait peut-être espéré acquérir par là un mérite supplémentaire. Il n'y a pas là contradiction au principe de plaisir. Il est évident que répéter et retrouver l'identité constitue en soi une source de plaisir. En revanche, chez l'analysé, il apparaît clairement que la compulsion à répéter dans le transfert les événements de l'enfance se place de toute façon en dehors et au-dessus du principe de plaisir. Le patient se conduit là d'une façon tout à fait infantile et nous montre que les traces mnésiques refoulées de ses expériences vécues originaires ne sont pas présentes en lui à l'état lié et sont en fait dans une certaine mesure inaptes au processus secondaire. C'est aussi à cette absence de liaison qu'elles doivent leur capacité de former par conjonction avec les restes diurnes un fantasme de désir qu'il appartient au rêve de présenter de façon figurée. C'est la même compulsion de répétition qui vient si souvent s'opposer à nous comme obstacle thérapeutique quand, à la fin de la cure,
nous voulons faire en sorte que le malade soit complètement détaché du médecin. Il faut admettre aussi que lorsque les personnes non familiarisées avec l'analyse éprouvent une angoisse obscure, redoutant d'éveiller quelque chose qu'on ferait mieux à leur avis de laisser dormir, c'est au fond une crainte de voir survenir cette compulsion démoniaque.